Sous l'océan Pacifique, le sol tremble, sous l'Europe centrale, on a découvert du magma, et en Méditerranée, un géant sommeille, prêt à exploser à tout moment. En même temps, les chercheurs constatent des fissures dans les champs flégréens. Que se passe-t-il avec notre planète? On va examiner ça de très près aujourd'hui, et on se lance tout de suite. La Coupe du monde de foot bat son plein en Amérique du Nord. Mais il y a un truc qui pourrait gâcher l'ambiance. En effet, les chercheurs sont convaincus qu'un gigantesque volcan sous-marin au large des côtes américaines va entrer en éruption très prochainement. Si les volcans te fascinent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pour toi, c'est juste un clic, mais ça m'aide énormément. Si tu es déjà abonné, tu peux soutenir la chaîne en cliquant sur « J'aime ». Merci beaucoup les amis. Il y a environ 1350 volcans potentiellement actifs sur Terre. Et ça, c'est sans compter les longues chaînes volcaniques qui se trouvent au fond des océans. Environ 500 d'entre eux sont entrés en éruption depuis le début de l'histoire écrite. Et quelque part dans le monde, il y a presque toujours plusieurs volcans qui entrent en éruption en même temps. On trouve un nombre particulièrement élevé de volcans le long de la ceinture de feu du Pacifique, là où les plaques tectoniques se rencontrent, plonge et où le magma remonte à la surface. Mais en ce moment, l'activité volcanique sur Terre semble être particulièrement intense. C'est aussi le cas au large de la côte ouest des États-Unis, dans les profondeurs du Pacifique. Car là-bas, un volcan attend et la science pourrait assister en direct à sa prochaine éruption pour la première fois de l'histoire. L'Axial Seamount est l'un des volcans sous-marins les plus actifs de tout le Pacifique Nord. Ce volcan se trouve à environ 480 km au large des côtes de l'Oregon, à environ 1,5 km sous la surface de l'eau, et il fait vraiment du bruit en ce moment. En juin dernier, les instruments de mesure ont enregistré pas moins de 2000 séismes en une seule journée. L'Axial Seamount se trouve sur la dorsale de Juan de Fuca, une zone de divergence géologique active. C'est un endroit où deux plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre, créant ainsi constamment de nouvelles surfaces au fond de l'océan. Ce qui rend l'Axial Seamount si particulier, c'est sa prévisibilité. Alors que la plupart des volcans sont totalement imprévisibles et surprennent souvent les scientifiques, ce géant sous-marin suit un schéma assez clair. Les scientifiques peuvent en effet prédire avec une relative précision quand ce volcan va exploser en observant le gonflement du fond marin. Cela se produit parce qu'une chambre magmatique remplie de roches en fusion se forme sous le volcan, poussant ainsi le fond vers le haut. Les chercheurs ont constaté que lorsque le volcan s'est soulevé d'environ 25 cm, la prochaine éruption est imminente. Et là, ça devient passionnant. Le volcan a déjà atteint ce seuil critique, il est donc presque certain qu'il entrera en éruption d'ici la fin de l'année. Mais comment les scientifiques surveillent-ils un volcan situé à 1,5 km sous l'eau? C'est là qu'intervient l'Ocean Observatories Initiative avec un réseau de câbles ultra moderne. Imagine des centaines de kilomètres de câbles à fibre optique qui parcourent les fonds marins et alimentent des dizaines de stations de mesure en électricité et en transmission de données. Ces instruments mesurent 24 heures sur 24 les séismes, les déformations du sol, les variations de température et la composition chimique de l'eau. Mais que se passera-t-il si le volcan entre effectivement en éruption? Il n'y a probablement aucun danger pour les personnes vivant sur la côte. Le volcan est trop éloigné, trop profond sous l'eau pour causer des dégâts directs. Néanmoins, une éruption volcanique sous-marine est un événement spectaculaire. Du magma brûlant jaillit des fissures et des cheminées au fond de la mer. La roche entre en contact avec l'eau froide et se solidifie immédiatement. En même temps, d'énormes nuages de vapeur se forment à partir de l'eau de mer surchauffée et le fond marin peut s'affaisser de plusieurs mètres lorsque la chambre magmatique se vide. Il n'y a pas non plus de grand danger pour les habitants de la mer. Ce sont des écosystèmes étonnamment résistants. Les volcans sous-marins détruisent certes les écosystèmes locaux dans un premier temps, mais ils créent en même temps de nouveaux habitats. Les sources hydrothermales chaudes qui se forment après une éruption sont des oasis de vie dans les profondeurs marines. Tous les indicateurs montrent donc que l'Axial Seamount a atteint le seuil critique. La seule question est, s'agira-t-il d'une éruption spectaculaire comme en 1998 ou d'un événement modéré comme en 2015? Même les experts ne peuvent pas encore le dire, mais ce qu'on sait, c'est que si ça arrive, les scientifiques pourront suivre ça en direct. Pour la première fois dans l'histoire de la volcanologie, cette technique permet aux chercheurs d'observer une éruption dès les premiers instants en temps réel et de comprendre exactement ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre. Ça va révolutionner notre compréhension des volcans.
Mais ça bouge aussi sous l'Europe. Ce qui s'y passe en ce moment a surpris même les volcanologues les plus expérimentés. Entre septembre 2022 et août 2023, des scientifiques du centre Helmholtz pour la recherche géologique ont mené la plus grande expérience sismologique volcanique jamais réalisée en Allemagne. Plus de 500 stations de mesure sismique ont été réparties dans l'Eifel, un nombre jamais atteint auparavant. À cela s'ajoutait un câble à fibre optique de 64 km de long grâce auquel les chercheurs ont pu écouter la Terre. Ils ont ainsi pu localiser plus de 1000 microséismes dans la région en l'espace d'une seule année. Cela signifie que le sol tremble 5 fois plus souvent sous la région qu'on ne le pensait auparavant. La plupart de ces séismes se sont produits le long d'une zone étroite et verticale autour du lac de Lach. Ce n'est pas un lac comme les autres, il se trouve dans un cratère volcanique et la dernière éruption de ce volcan, il y a 13 000 ans, a été violente. Il s'agissait d'une éruption hautement explosive qui a laissé derrière elle d'énormes dépôts de cendres et d'avalanches de scories. L'explosion a été si violente qu'on la classe comme une éruption de niveau VEI6, c'est-à-dire une éruption volcanique de 3e niveau. Actuellement, le volcan est juste en sommeil, il n'est en aucun cas éteint. Les nouvelles données montrent pour la première fois où se trouve exactement le réservoir de magma. La tomographie sismique, c'est-à-dire une sorte de radiographie du sous-sol, révèle une énorme anomalie sous le lac Lacher, jusqu'à 10 km de profondeur. Cette anomalie ne descend pas à la verticale, mais en biais vers le bassin de Neuwied. C'est là que se concentrent la plupart des microséismes. Jusqu'à présent, on pensait que l'ancien réservoir de magma se trouvait juste sous le lac. De plus, des fluides magmatiques semblent remonter régulièrement des profondeurs dans la région. À une profondeur de 15 à 45 km, il y a une zone du manteau partiellement fondue. De là, des gaz et des liquides chauds se frayent un chemin vers la surface. Et ces fluides affaiblissent la croûte terrestre, redirigent les tensions tectoniques et provoquent les nombreux microséismes. Les scientifiques soulignent toutefois clairement: les microséismes isolés ne sont pas le signe d'une éruption volcanique imminente. Au contraire, ils nous aident à mieux comprendre les processus souterrains. Le volcan du lac Lacher est un système géologiquement actif en phase de repos, mais il n'est pas non plus sur le point d'entrer en éruption. Si jamais tu visites la région, tu pourras même observer l'activité volcanique de très près. Sur la rive et du lac, de petites bulles de gaz appelées moffettes remontent à la surface. C'est une preuve directe de l'activité volcanique. Même s'il n'y a pas de risque d'éruption pour le moment, cela finira par se produire à nouveau. La région est d'ailleurs un parfait exemple de ce qu'on appelle des champs volcaniques dispersés. Il s'agit de zones volcaniques où des centaines de volcans sont répartis sur une très grande superficie. Chacun de ces volcans n'est généralement actif qu'une seule fois. Ensuite, l'activité volcanique se déplace vers un autre endroit. On trouve aussi ce genre de champs volcaniques dispersés ailleurs, par exemple en Arizona, en Chine, en Nouvelle-Zélande ou dans le Massif central français. Mais l'Eifel est particulière car elle est plus densément peuplée que les autres régions et fait donc l'objet de recherches approfondies. Nulle part ailleurs, les scientifiques n'ont mis en place un réseau de mesures aussi dense. L'expérience Large N a permis de cartographier les structures avec un niveau de détail sans précédent. Mais personne ne sait exactement quand il faut s'attendre à une nouvelle éruption. C'est pourquoi il est si important de continuer à surveiller et à étudier la région. Et l'expérience Large N a été un pas de géant dans la bonne direction pour mieux comprendre ce système volcanique. Mais continuons notre voyage vers la Méditerranée. Entre la péninsule italienne et la Sicile se cache l'un des plus grands volcans d'Europe. Et très peu de gens en ont entendu parler, le Marsili. Ce géant n'a été découvert qu'il y a environ 100 ans. Et avec ses 70 km de long et ses 30 km de large, c'est l'un des plus grands volcans d'Europe. Il s'élève à environ 3000 mètres au-dessus du fond marin et son sommet se trouve à seulement 500 mètres sous la surface de l'eau. Il fait partie d'une structure géologique que les scientifiques appellent un bassin de l'arc arrière. Ces bassins se forment dans les zones de subduction, là où une plaque tectonique plonge sous une autre. L'activité volcanique du Marsili a commencé il y a moins de 200 000 ans. Les éruptions les plus récentes ont eu lieu il y a à peine 2000 à 3000 ans. Une étude publiée dans la revue Geoscience Frontiers a examiné en détail la structure du Marsili à l'aide de la bathymétrie haute résolution, c'est-à-dire une sorte de topographie sous-marine. Le volcan se compose de plusieurs structures volcaniques différentes. Dans les zones nord et sud, on trouve de grands volcans centraux, tandis que dans la zone centrale, ce sont de longues fissures volcaniques qui dominent. Ces fissures sont particulièrement intéressantes car elles montrent comment le magma remonte des profondeurs. Une découverte dans la
partie nord est particulièrement inquiétante. Les chercheurs y ont découvert une caldeira, une structure d'effondrement en forme de cuvette qui se forme lorsqu'une chambre magmatique sous un volcan s'effondre. Cela suggère que le Marsilly a connu des éruptions explosives dans le passé, et c'est là que ça devient critique. L'ancien président de l'Institut italien de géophysique et de volcanologie, Enzo Boschi, avait déjà expliqué en 2010 que le volcan n'était pas stable sur le plan structurel. Mais est-ce qu'une éruption à cette profondeur serait même perceptible à la surface ? La réponse est « ça dépend ». Les scientifiques parlent du principe qu'une éruption purement volcanique à cette profondeur pourrait être relativement inoffensive. L'énorme colonne d'eau amortirait l'énergie de l'éruption. À la surface, on verrait surtout des bulles de gaz remonter. Le véritable danger se trouve ailleurs, dans d'énormes glissements de terrain sous-marin. Dans leur étude récente, les chercheurs ont constaté que de vastes zones du flanc du Marsilly sont constituées de matériaux instables. Les processus hydrothermaux, c'est-à-dire des fluides chauds et chimiquement agressifs qui circulent à travers la roche, affaiblissent celle-ci et la rendent poreuse. Une étude de 2021 a simulé différents scénarios de tsunami et dans le pire des cas, un glissement de terrain pourrait faire en sorte que les côtes des régions de Campanie, de Basilicate et de Calabre soient frappées en 20 à 30 minutes par des vagues de 5 à 20 mètres de haut. La Sicile et la Sardaigne seraient également touchées. Mais, et c'est important, ce scénario est relativement improbable. L'étude a calculé plusieurs scénarios et dans la plupart des cas, les conséquences seraient nettement moins graves. Dans certains scénarios, les vagues ne mesureraient que quelques centimètres, ne représentant donc pratiquement aucun danger. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? Le plus gros problème, c'est qu'on en sait trop peu. Le Marsilly n'est actuellement pas surveillé en continu, il n'y a pas de capteur sismique au fond de la mer, pas de mesure directe de l'activité hydrothermale, pas de surveillance en temps réel des changements potentiels. C'est étonnant quand on pense que des millions de personnes vivent près des côtes et seraient touchées en cas d'urgence. La bonne nouvelle, la probabilité d'une catastrophe majeure est en effet faible. Le Marsilly est certes actif, mais les processus géologiques se déroulent généralement très lentement. Une catastrophe soudaine survenant sans avertissement est peu probable. Mais pour pouvoir détecter les signes avant-coureurs suffisamment tôt, une surveillance du volcan serait bien sûr utile d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, le Marsilly n'est pas le seul volcan sous-marin de cette région. Il y a aussi le Vavilov, le Magniaji et le Palinuro. Tous sont potentiellement actifs et on commence tout juste à comprendre quel processus s'y déroule dans les profondeurs. Restons en Italie, car le supervolcan des champs flégréens s'est fissuré. Est-ce que ça rend une éruption plus probable? Quand ce supervolcan est entré en éruption il y a près de 40 000 ans, il a recouvert la moitié de l'Europe d'une couche de cendres. On a retrouvé des traces de cette éruption jusqu'en Sibérie et en Égypte. Depuis, il n'y a eu que des éruptions mineures. En 1538, par exemple, une éruption a donné naissance au Monte Nuovo, qui se trouve aujourd'hui dans la zone urbaine de Pozzuoli. Mais depuis 2005, le volcan redevient actif. Le sol s'est soulevé de 1,40 m au total. En même temps, les tremblements de terre d'origine volcanique ne cessent de s'intensifier. Le dernier en date ayant eu lieu le 13 juin avec une magnitude de 4,6, le plus fort jamais enregistré dans la région. Tu vois donc que la situation est assez inquiétante, et voilà qu'on découvre maintenant des fissures gigantesques sous les champs flégréens. Une équipe dirigée par Giacomo Rapagnani de l'Université de Pise a réexaminé de très près les données sismiques de ces dernières années, et c'est là qu'ils sont tombés sur quelque chose qui n'avait encore jamais été observé dans les champs flégréens. Des signaux sismiques à très longue période, appelés ondes CLP. La particularité de ces signaux, c'est qu'il y a plus de 2 secondes entre chaque crête d'onde. À première vue, ça n'a rien de spectaculaire, mais c'est un indice clair qu'il y a des structures souterraines qui fonctionnent comme des caisses de résonance géantes. Imagine un immense réseau de conduits souterrains par lequel des gaz et des vapeurs remontent des profondeurs. Lorsque ce système est mis en vibration par des tremblements de terre, ces signaux caractéristiques à longue période apparaissent, exactement comme avec un gigantesque tuyau d'orgue sous terre. L'analyse a révélé que ces structures mystérieuses se trouvent à environ 3,5 km de profondeur et s'étendent en biais vers la surface. Elles relient le réservoir de magma et de gaz situé en profondeur aux émanations de gaz proches de la surface dans la ville de Pozzuoli. En gros, les chercheurs ont découvert un canal de gaz direct entre le supervolcan et la surface. Ça montre à quel point cette structure est stable. Par contre, la fréquence de résonance est restée la même ces dernières années, ce qui veut dire que la couche de couverture au-dessus du réservoir de magma est encore stable. À environ 1,5 km à 2 km de profondeur se trouve une couche rocheuse imperméable qui repose comme un couvercle sur le réservoir de magma.
Le gaz et la vapeur d'eau qui remontent des profondeurs ne peuvent pas traverser cette barrière, ce qui fait que la pression ne cesse d'augmenter. Et ça explique aussi pourquoi le sol de la région s'est soulevé de manière si spectaculaire. La structure fissurée récemment découverte semble agir comme une sorte de soupape de surpression. Elle permet au gaz de s'échapper de manière contrôlée sans qu'il y ait d'accumulation catastrophique de pression. Le centre d'activité se trouve sous la ville de Pozzuoli, à l'ouest de Naples. On y trouve un cratère d'environ 700 mètres de large, formé lors d'une éruption il y a environ 4000 ans. Dans cette région, les émissions de CO2 sont passées de 750 à plus de 3000 à 4000 tonnes par jour entre 2000 et 2019. Les champs flégréens abritent un nombre incroyable de plus de 50 foyers d'éruption. La technique grâce à laquelle les chercheurs ont fait leur découverte est d'ailleurs assez impressionnante. Ils ont utilisé ce qu'on appelle l'inversion du tenseur de moment. Cette technique consiste à analyser les ondes sismiques enregistrées par différentes stations de mesure. À partir des différences minimes dans le temps d'arrivée et les caractéristiques de ces ondes, les scientifiques peuvent alors tirer des conclusions sur la structure du sous-sol. L'étude montre aussi à quel point les systèmes volcaniques en Espagne sont vraiment complexes. Les champs flégréens, ce n'est pas juste quelques cratères avec du magma qui bouillonne quelque part en dessous, mais un réseau super complexe de chambres magmatiques, de conduits de gaz et de structures géologiques. La structure fissurée qu'on vient de découvrir n'est probablement qu'une petite partie d'un système bien plus vaste. Pour les plusieurs millions d'habitants de la région métropolitaine de Naples, cette découverte est donc super importante. Même s'il n'y a pas de risque immédiat d'éruption pour l'instant, elle montre bien que le supervolcan est tout sauf endormi. Tous ces cas particuliers s'inscrivent dans une tendance mondiale qui occupe les géoscientifiques depuis des mois. La ceinture de feu du Pacifique affiche une activité sans précédent dans l'histoire connue. Des dizaines de volcans en éruption simultanée, des essaims sismiques le long des failles tectoniques. Avec environ 40 000 km de long et jusqu'à 500 km de large, la ceinture de feu du Pacifique est une gigantesque zone géologique qui enjambe l'océan Pacifique comme un immense fer à cheval. Cette région compte entre 750 et 915 volcans actifs et endormis. Cela représente environ les 2/3 de tous les volcans actifs du monde. Environ 90% de tous les séismes mondiaux se produisent exactement ici. Pourquoi ? La ceinture de feu n'est pas une structure géologique unique, mais a été créée par la subduction de différentes plaques tectoniques aux confins de l'océan Pacifique. Pour simplifier, d'énormes plaques tectoniques frottent les unes contre les autres, entrent en collision et se poussent les unes les autres. Et ce frottement génère l'énergie brute qui alimente à la fois les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Et le plus dangereux, c'est que des millions de personnes vivent à proximité immédiate de ces volcans actifs. Le 2 mai 2025, 47 volcans étaient simultanément en phase d'éruption active, l'un des chiffres les plus élevés de l'histoire. Ce qui donne vraiment du fil à retordre aux géologues, c'est le regroupement, la concentration de grandes éruptions sur une très courte période. Ça suggère des processus géologiques potentiellement liés entre eux. Les volcans entrent en éruption presque simultanément, certains connaissent même des épisodes répétés en l'espace de quelques semaines ou quelques jours. L'Indonésie se trouve au cœur de ce réveil volcanique. Le pays a enregistré en 2025 le nombre incroyable de 6508 éruptions volcaniques. Plusieurs volcans étaient concernés, dont le Séméri, le Dokono et le Marapi. Le Séméri, situé à Java oriental, arrivait en tête de liste avec 2500 éruptions. Le Merapi, l'un des volcans les plus dangereux d'Indonésie, a lui aussi fait parler de lui. Le 1er octobre 2025, des chercheurs ont observé un flux pyroclastique qui a entraîné la mise en place d'une zone d'exclusion de 5 km. Le volcan se trouve juste au-dessus de l'île de Java, très peuplée. Le 29 juillet dernier, un séisme de magnitude 8,8 s'est produit au large de la péninsule du Kamtchatka en Russie. Le séisme en lui-même était déjà catastrophique, mais ce qui s'est passé ensuite était exceptionnel. L'Institut de volcanologie et de sismologie de l'Académie russe des sciences a rapporté le 6 août que 7 volcans du Kamtchatka étaient entrés en éruption à cause du séisme. Un événement qui n'avait pas été observé dans cette région depuis près de 300 ans. Comment les chercheurs parviennent-ils à garder une vue d'ensemble au milieu de tout ce chaos ? La réponse courte, grâce à une combinaison de capteurs au sol, d'images satellites et d'observatoires volcanologiques à travers le monde. Les alertes volcaniques sont émises par les scientifiques des observatoires volcaniques et s'appuient sur l'analyse des données issues des réseaux de surveillance, des observations directes et des capteurs satellites. À eux seuls,
les États-Unis exploitent 5 observatoires volcaniques régionaux et des installations similaires existent au Japon, en Indonésie, en Russie et dans d'autres pays de la ceinture de feu. Ces observatoires surveillent les secousses sismiques, les déformations du sol, les émissions de gaz et les anomalies thermiques. La technologie satellitaire a également révolutionné la surveillance volcanique. Les scientifiques peuvent désormais détecter depuis l'espace des changements subtils dans les signatures thermiques volcaniques ou les gonflements du sol, souvent avant même qu'une éruption visible ne se produise. Ça donne à des régions entières un temps précieux pour évacuer. L'un des signes avant-coureurs que les scientifiques surveillent, ce sont ce qu'on appelle les essaims sismiques, une série de petits tremblements de terre qui se succèdent rapidement. Le réseau de surveillance sismique japonais a détecté une série sans précédent de essaims sismiques le long de la fosse de Nankai. L'agence météorologique japonaise a signalé plus de 3200 séismes de faible à moyenne intensité dans la région au cours du premier trimestre 2025 contre seulement 800 l'année précédente. Ces essaims indiquent souvent des mouvements de magma dans les profondeurs du sous-sol. Lorsque la roche en fusion remonte vers la surface, elle fracture la roche environnante et génère des secousses. Plus l'essaim est intense, plus la probabilité d'une éruption imminente est élevée. Les scientifiques s'efforcent désormais de comprendre ce phénomène. Rien qu'en 2024, l'ensemble de la ceinture de feu du Pacifique a enregistré plus de 15 000 séismes d'une magnitude de 4,0 ou plus, soit une augmentation de 23%. Chacun de ces séismes peut déstabiliser des systèmes volcaniques ou déclencher des risques secondaires tels que des glissements de terrain et des tsunamis. Alors que les systèmes de surveillance tournent à plein régime pour suivre ces processus géologiques, la question reste donc posée. S'agit-il d'une augmentation temporaire ou du début d'une crise tectonique à plus long terme? Honnêtement, personne ne le sait encore avec certitude. J'espère toutefois que cet aperçu t'aura un peu aidé à mieux comprendre les liens. La Terre n'est pas un rocher immobile et silencieux dans l'espace. Elle vit, elle respire, elle exerce une pression de l'intérieur vers l'extérieur et nous sommes en plein milieu. Personnellement, je trouve ça absolument fascinant à chaque fois. Je te tiendrai bien sûr au courant de toutes les évolutions à venir ici, sur cette chaîne. Mais il s'est passé d'autres choses passionnantes récemment dans le monde de la science et la nouvelle la plus folle concerne Ötzi, la célèbre momie des glaces des Alpes. Confinée dans la glace depuis des millénaires, les scientifiques ont maintenant découvert quelque chose de vivant en lui. Quelque chose qui vit et se développe encore. Tu trouveras tout sur cette histoire incroyable et de nombreuses images originales d'Ötzi dans la vidéo en haut à droite. Regarde-la absolument, c'est très passionnant. En bas à droite, un autre sujet passionnant autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.